Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Alors, Pascal Jungfer, Reka Consulting. On est aujourd'hui pour parler, rassemblés pour parler des programmes voyage dans la tempête du Covid. On abordera la façon dont les grandes entreprises adaptent, se mettent en situation d'adaptation, adaptent leur programme voyage, focalisent sur certains chantiers aujourd'hui et préparent l'avenir pour anticiper un certain nombre de transformations. Donc la grande question, c'est comment est-ce que les programmes voyage changent, se transforment pour coller aux besoins de l'entreprise. Donc, j'ai la chance d'être entouré aujourd'hui de 4 experts qui vont se présenter maintenant en nous disant ce qu'ils sont, ce qu'ils font et pour quelle entreprise ils travaillent. Claude, on va commencer par toi. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Claude Lelièvre, je suis Global Travel Manager du tout nouveau groupe Technip Energies, qui est le résultat de la scission du groupe Technip FMC, donc une entreprise, un groupe spécialisé dans l'engineering et dans la transformation énergétique, engineering gaz principalement. Philippe. Bonjour, Philippe Venel, je suis le Global Buyer Travel, Meeting and Event et moyens de paiement pour Solvay, basé à Bruxelles, et donc une société qui produit de multiples applications dans le cadre de la chimie. Jonathan. Oui, bonjour à tous. Donc Jonathan, je suis ce qu'on appelle catégorie lead buyer pour le travel pour Orange, télécommunications. Voilà, donc j'ai en charge le scope très large du travel. Et voilà, donc Orange Télécommunications, donc nous on intervient, comme vous pouvez le savoir, donc dans tout ce qui touche à la télécommunication sur le marché entreprise, ainsi que sur le marché particulier, avec un rayonnement principalement Europe et Afrique. Voilà. Et Yorick. Bonjour à tout le monde, Yorick Charveria. Donc je m'occupe, j'ai la responsabilité d'Amex GBT pour la France. Donc Amex GBT, agence de voyage ou travel management company, en charge de s'occuper de tous les voyages des voyageurs de nos clients. Merci à tous. Bon, donc on va commencer par la première question. Et donc le sujet du jour, c'est les priorités dans la tempête. Donc, juste comme un très rapide exposé des épisodes précédents, Claude, est-ce que tu pourrais nous dire quelles ont été les priorités, je dirais, entre avril et décembre, et sans oublier, sans omettre de nous préciser éventuellement les caractéristiques du programme voyage chez Technip Energies. Alors, pour vous situer les choses, le programme voyage chez Technip Energies au niveau mondial, c'est à peu près 80 millions d'euros qui sont répartis de manière assez hétérogène parce que notre entreprise est essentiellement axée sur des projets, des gros projets internationaux, donc dont le périmètre et la localisation peut varier assez régulièrement en fonction de l'évolution de ces projets. En plus, un projet, c'est quelque chose qui a plusieurs phases, donc on n'a pas forcément les mêmes besoins en termes de gestion de travel dans les différentes phases. Alors, la grosse problématique que l'on a rencontrée, c'est la croissance de la problématique qu'on a vu arriver depuis l'Asie, avec nous des activités là-bas qui ont été impactées en premier lieu, des fermetures de frontières successives, jusqu'à l'arrivée massive en Europe, et notamment en France, qui nous a posé d'énormes problèmes. Ensuite, on a une deuxième phase qui a été plutôt vers le mois d'avril-mai-juin, qui a été la gestion de toute la partie plus achat, SAV, annulation, modification de tous les dossiers, la fermeture des lignes aériennes petit à petit. Et puis, si je vais jusqu'à la fin de l'été ou jusqu'au début de l'automne, on va dire, c'était le plan de... Je ne vais pas dire le plan de sauvegarde, mais comment on allait faire parce que les choses risquaient de durer un petit peu. Et dans notre activité, les projets continuent.
les projets continuaient, les projets continuent encore, et on a même des nouveaux projets qui ont été signés très importants récemment. Donc, il faut qu'on puisse l'assumer. Et on doit avoir le minimum d'impact là-dessus. Donc, toute l'activité travel a vraiment été orientée vers la sécurisation, je dirais, de tout ça. En deux mots, puisque je parle de sécurisation, la partie sûreté, ça n'a pas été un élément majeur pour nous parce que, par définition, on a une énorme culture sûreté, sécurité, sûreté. Donc, tous les plans de gestion, de suivi, traçabilité, etc., étaient déjà en place. Donc, c'est quelque chose qui est complètement intégré dans les mentalités. En revanche, il a fallu travailler la main dans la main avec tous les fournisseurs. Et ça, c'était quand même très important parce que l'ensemble du marché a été déstabilisé, très fortement déstabilisé, et il a fallu sécuriser tout ce qui pouvait l'être. Donc, tout ce qui était prolongation de contrat, tout ce qui était renégociation, tout ce qui était à lancé ou en cours, il a fallu trouver des moyens de pérenniser tout ça. Et je dirais globalement, il y a un schéma qui a été employé, c'est le Gentleman Agreement. On a essayé de faire au mieux, et là, je crois que le mot partenariat, il a vraiment pris son sens dans ce cadre-là. C'est-à-dire que, bon, on a donné des coups de fil à droite, à gauche, mais tout le monde a joué le jeu, tous nos fournisseurs ont joué le jeu, et ça, c'était vraiment appréciable. Parce qu'on était un peu tous dans la même galère, pour parler vulgairement. Ok, merci Claude. Philippe, comment ça s'est passé pour toi dans la première phase, je dirais, du… Donc pour nous, bien entendu, on a eu les mêmes étapes que Claude et que Jonathan, je présume, mais l'année d'avant, donc 2019, on avait déjà fait un gros focus sur tout ce qui était digitalisation des meetings, comment est-ce qu'on pouvait remplacer certains déplacements par des meetings. Donc on avait une structure qui était en place sur cette base-là, donc avec des gens qui avaient déjà fait eu de plus en plus de contacts et d'interactions de manière digitale. Donc, ça, c'était une première chose qui nous a fortement aidé dans ce contexte parce que les gens étaient déjà prêts. On avait les outils, je vais dire, à disposition pour pouvoir travailler de cette manière. Donc, nous, bien entendu, sur notre scope, donc où on voyage, etc., on voyage normalement de manière tout à fait globale. Et comme chez Technip, la sécurité, sûreté, c'est un élément qui est primordial et sur lequel on ne transige pas loin de là. Donc ça a été le premier point, avec des blocages immédiats de certaines destinations et puis un travel ban complet pour ne pas mettre les voyageurs en insécurité s'il y en avait. Voilà. Et on a continué à développer tout ce qui était digital pour être sûr qu'on puisse continuer à être en relation avec nos collègues ou nos fournisseurs, clients, etc., de manière la plus efficace possible. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Jonathan, comment ça s'est passé chez Orange? Alors nous, chez Orange, c'était assez simple. Dès le début de la crise, en fait, on avait anticipé, puisqu'il y avait des rumeurs qui commençaient à circuler sur vraiment la méchanceté de ce virus. Orange a tout simplement pris la décision de faire un travel ban, ce qui nous a permis en fait d'adresser des priorités qui étaient un peu autres qu'opérationnelles. Donc travel ban, nous on était également déjà équipés sur le télétravail, c'est quelque chose qui était déjà assez démocratisé chez Orange. Donc on a réussi à mettre à peu près les 70 000 salariés de chez Orange en télétravail en l'espace de 2 jours. Et donc dès lors, on a pu adresser des priorités qui étaient se faire rembourser, annuler et on va dire essayer de récupérer l'argent qui était dehors par toutes les réservations des collaborateurs. Ça a été la vraie priorité puisqu'on s'est rendu compte et on s'est appuyé sur notre agence de voyage. Yorick pourra peut-être en parler plus tard, mais on a donc avec notre agence de voyage fait un vrai travail d'identification de tous les déplacements et avec notre partenaire également hôtel de toutes les réservations pour essayer justement de les annuler ou alors de les postponer lorsqu'elles n'étaient pas annulables. Donc ça a été la vraie première priorité. Deuxièmement, qui était une priorité plutôt seconde, mais qui était très importante, c'était la sécurisation de notre portefeuille fournisseur. Je vais prendre un exemple qui est très concret. On avait notre agence de voyage avec laquelle on était en contrat jusqu'à la fin de cette année-là.
Encore une fois, Yorick pourra le confirmer, mais on a engagé des discussions de manière très en amont de renégociation de l'accord pour donner de la visibilité à notre partenaire clé, qui est l'agence de voyage, puisque c'est elle qui articule et qui est un petit peu le chef d'orchestre de tout ce travel, pour pouvoir déjà prolonger le contrat, bien évidemment pour des conditions qui ont été négociées, mais suffisamment en amont pour donner la visibilité à Amex, vraiment sur, puisque notre partenaire est Amex, GBT, sur l'avenir, dans une période qui était clairement incertaine également pour eux. Et ça, c'est dans une démarche d'achat responsable qu'a Orange déjà depuis un certain nombre d'années, mais on a anticipé et on a voulu donner de la visibilité à ses partenaires. Voilà. Donc ça a été, on va dire, les deux grandes priorités. Donc récupérer les dépenses qui avaient été engagées au maximum pour limiter les pertes financières, d'une part, et d'autre part, sécuriser l'ensemble de nos accords avec nos prestataires, postponer les remises en concurrence qui avaient été prévues sur 2020, sur 2021, et surtout les partenaires clés comme l'agence de voyage, voilà, leur donner de la visibilité, prolonger et sécuriser notre portefeuille fournisseur. Très bien, merci beaucoup. Alors, Yorick, qu'est-ce que tu as, est-ce que tout ce qu'on vient d'entendre te semble cohérent avec ce que tu as pu observer de façon un peu panoramique sur le marché, et peut-être tu peux dire un peu quel rôle vous avez été amené à jouer en tant que, de façon assez générique, TMC dans ce type de contexte particulier, voilà, qui ont été confrères d'ailleurs. Alors en effet, on a été assez sollicité, comme tous nos confrères. Ça a vraiment commencé à partir de janvier, février. On a commencé à voir à voir tout ça arriver avec des fermetures de frontières. Donc, dans un premier temps, j'ai envie de dire, ça a été plutôt un travail de mise à jour des outils et de vraiment de connexion avec les clients pour savoir exactement quelles étaient les restrictions pour qu'on puisse les appliquer dans les outils, et ça, je pense que c'était très important. Mais c'était vraiment du cousu humain, vraiment pour chaque client. Après, ça s'est un peu accéléré, en effet, à partir du mois de mars, où là, il a fallu, déjà, notre priorité numéro 1 a été de mettre à l'abri tous nos collaborateurs. Donc, comme le disait Jonathan, on a une forte culture télétravail, donc ça n'a pas été trop compliqué, mais encore fallait-il le faire. Après, à partir de la difficulté qu'on a eue en fait en mars, c'est qu'on a dû gérer des périodes de forte activité où je me souviens qu'il y a eu, c'était vers la mi-mars, même un week-end où on a dû rapatrier énormément de monde de tous les coins. Et ça a vraiment mobilisé toutes nos équipes 24/24. Les gens ont fait des heures sup parce que notre devoir, c'était de rapatrier tout le monde. Il y avait une certaine crainte quand même par rapport au confinement, notamment. Et en fait, du jour au lendemain, le niveau d'activité s'est arrêté. Voilà, on est rentré dans une espèce de tunnel. Et ça, il faut aussi le gérer, et notamment avec nos collaborateurs et la gestion des ressources. Parce que du jour au lendemain, vous vous trouvez avec zéro transaction ou quasi zéro, voire même des chiffres d'affaires négatifs avec des remboursements de billets qu'il a fallu faire. Et tout cela jumelé à une vraie découverte des nouveaux plans mis en place par le gouvernement pour accompagner tout le secteur. Donc là aussi, on a eu les RH qui ont dû se mettre à niveau et se familiariser avec tous ces outils et toutes ces mesures qui ont été mises en place, et fort heureusement. Après, ce qui nous a, sur une période un peu plus long terme, jusqu'à la fin du confinement, voire même un peu plus loin, ce qui nous a guidés, c'était vraiment la continuité de service. C'est pas parce qu'il y avait un confinement qu'il y avait zéro business, et notamment pour tous les marchés publics, tous les clients qui avaient besoin de reprendre une activité, je pense notamment au BTP, ou alors des situations d'urgence. Il a fallu garder une véritable continuité de service, et ça, je pense que c'était important. C'est un investissement parce que le niveau des transactions n'était pas là, mais je pense que c'était un investissement important pour nos clients. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, effectivement, la question la deuxième question qu'on peut se poser, c'est aujourd'hui, quels sont les dossiers sur lesquels, en termes de priorité, les chantiers sur lesquels
vous travaillez depuis, sur, je dirais, le premier trimestre de cette année. Philippe, quelle est la priorité du moment? Alors, les chantiers sont multiples, hein. Tout d'abord, il y a effectivement les contrats qu'on avait étendus de quelques mois l'année dernière, donc qu'on remet en concurrence et qu'on optimise en fonction des besoins qu'on a et des nouveaux besoins qu'on a. On essaye toujours de donner de la visibilité aussi en interne et en externe, mais surtout en interne, de voir où on va atterrir, quelles sont les prévisions de voyage, quels sont à quoi on peut s'attendre. Alors, c'est pas simple hein, avec les décisions qui changent en permanence, bien sûr, mais voilà, donc on a quelques gros sujets d'appel d'offres. On a tout ce qui est continuer à revoir et à continuer à optimiser les policies et voir également les outils qu'on pourrait mettre en place qui pourraient nous aider dans le futur et surtout être prêt pour le jour 1 où on va recommencer à voyager. On voit déjà des mouvements hein, depuis le fin Q3, début Q4 en Asie par exemple et aux US où ils continuent à voyager, mais d'être prêt quand ça va reprendre de manière globale. D'accord. Jonathan, quels sont les dossiers du moment en rapport au programme voyage et aux priorités du programme voyage sur le premier trimestre? Alors, il y a eu donc plusieurs choses. Je dirais comme Philippe, dans un premier temps, on est dans l'opérationnel qu'on a décalé in fine, donc tous les contrats qu'on avait décalés de quelques mois pour éviter les consultations pendant la crise. Les dossiers arrivent là, donc on a lancé un appel d'offres récemment sur toute la partie service de réservation hôtelière. On continue également sur la partie expatriation, ce qu'on appelle les relocation services. Donc ça, c'est des choses qu'on avait laissées de côté pour les raisons évidentes et qu'on a relancé là, qui sont notre priorité, puisque la partie hôtel est assez structurante chez nous. Donc ça, c'est, on va dire, ce qui a été décalé. Maintenant, nous, les priorités, elles ont été principalement sur dans une crise, il y a toujours des opportunités et également voir un petit peu comment on pourrait revoir notre approche sur les tarifs. On avait par exemple sur l'hôtellerie, on a quelque chose qui est arrivé de nouveau sur notre programme 2021, c'est la mise à disposition de tarifs dynamiques qui permettent des opportunités puisqu'on sait bien que les hôteliers sont quand même assez en souffrance et essayent d'attirer des clients en baissant un petit peu leur prix. Mais de manière plus globale, on se pose la question surtout de savoir dans l'avenir quels seront nos volumes. Donc on en reparlera par la suite, je pense, mais on anticipe dès maintenant que les volumes ne seront pas forcément les mêmes et donc dans notre approche, on pilotait beaucoup des preferred partners avec des systèmes que tout le monde connaît de rémunération arrière. Et aujourd'hui, on se rend compte que on n'est plus maître de ces volumes, on ne sait pas comment ils seront demain, et donc dans tous nos accords tarifaires, en fait, on revoit pour favoriser le best buy, qui était déjà un petit peu en amorce avant cette crise, mais qui, je pense, et on nous a demandé en interne aussi, voilà, la crise amène des opportunités également. Qu'est-ce que font les achats pour les saisir? Et donc, on travaille sur cette partie tarifaire plutôt avec les partenaires qui nous déplacent, hein, ceux qui sont en fin de chaîne. Donc ça, c'était une priorité puisque les accords sont plutôt annuels. Donc on a travaillé dessus fin Q4 et on est en train de finaliser là pour la plupart de nos contrats. Donc cette nouvelle approche qui tend à moins piloter mais à favoriser des logiques, on va dire de best buy et de booster les remises faciales versus les anciennes politiques tarifaires. Donc ça a été et ce qui nous anime encore aujourd'hui là, hein, voilà, sur toute cette partie opérationnelle et puis tout ce changement d'approche sur notre manière de négocier du prix. Voilà. Merci beaucoup. Claude Alors, je dirais que si la première partie de la crise, donc jusqu'à la fin de l'automne, on va dire, juste avant l'hiver, a été consacrée essentiellement à la sécurisation de la situation, on a mis les bouchées doubles depuis le mois de décembre, depuis fin novembre, début décembre, sur la stratégie. Je me situe dans un cas très particulier, puisqu'en fait, je crois que
tous les travel managers ou tous les acheteurs travel rêveraient de partir, d'avoir la chance de pouvoir partir d'une copie blanche, d'une page blanche, et de construire quelque chose. Alors, c'est effectivement extrêmement enthousiasmant, mais c'est aussi très excitant. C'est un peu moins excitant lorsqu'on commence cette aventure au plein milieu d'une crise absolument inédite comme celle du Covid et la crise économique qui va avec. Donc, il a fallu transiger un petit peu, puisqu'on était sur une approche de remise à plat complètement de nos démarches, et notamment une approche de globalisation. Alors, ça a du bien, ça a eu du bon, c'était de créer peut-être un élément déclencheur dans la fédération des ressources. Et notamment, ça m'a permis d'avoir peut-être que la virtualisation des contacts a un peu neutralisé le phénomène qu'on a souvent dans les grands groupes, qui est le phénomène siège social par rapport aux différents pays. On note la particularité de notre activité, qu'elle est extrêmement décentralisée dans certaines zones, mais la digitalisation, la virtualisation des contacts et des échanges a fait qu'on est à peu près tous sur le même niveau, et que j'ai vraiment assisté à un renforcement des liens entre les différents pays, entre les différents acteurs, et on sent vraiment le bénéfice aujourd'hui de tout ce travail, parce que il y a beaucoup plus d'interactivité entre nous, et notamment dans cette phase où on doit construire complètement une stratégie travel, on doit construire, mettre en place des outils, mettre en place des solutions. On a des RFP, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'ils sont en cours, mais on a des RFP globaux qui sont en négociation actuellement. Cette préoccupation globale, mondiale, à laquelle on était tous contraints, et de toute façon à laquelle on ne pouvait pas échapper, a peut-être créé du lien entre nous, et avec beaucoup de difficultés quand même techniques, mais je crois que ça a été un élément moteur extrêmement important. Et j'en parle peut-être pour le futur. Je trouve que c'est un vrai challenge, mais en même temps, c'est une vraie motivation. Merci beaucoup. Yorick, actuellement, quels sont les thèmes de discussion avec les clients, et comment vous vous organisez pour y répondre? Alors, les thèmes de discussion, je pense que on pose la même question à chaque client, c'est quand allez-vous revoyager? Et chacun nous répond, on n'a pas de boule de cristal, mais ce qui est sûr, c'est que quand on va revoyager, il va falloir que vous soyez prêts. Il va falloir que vous soyez prêts pour prendre toutes les transactions qui arrivent. Et donc ça implique une vraie responsabilité sur la gestion des ressources. Encore une fois, notre capital humain, c'est quand même notre première richesse chez les agences de voyage. Et comme on est forcément tous sur des schémas encore gouvernementaux, sur du chômage partiel, voilà, et c'est vraiment de la gestion quotidienne pour mettre le bon nombre de ressources au bon endroit. Et surtout de prévoir le retour de ces collaborateurs, certains collaborateurs qui n'ont pas travaillé depuis bientôt 1 an. C'est absolument terrible. Et donc, ça veut dire les réonboarder, ça veut dire les reformer, mettre à jour le matériel et avoir un soutien aussi de chacun de nos collaborateurs pour être sûr que chacun puisse donner la pleine mesure de son énergie. Donc ça c'est une des choses dont on discute avec chaque client. C'est aussi se préparer pour le retour des transactions avec les produits. On est dans une phase un peu entre deux. On a pu beaucoup discuter avec des clients, et on a beaucoup avancé sur l'apport technologique. Je vous donne un exemple, c'est depuis cette crise, on a vu fleurir partout des conditions sanitaires, que ce soit chez les fournisseurs, que ce soit dans les pays, qui sont toutes différentes les unes des autres, qui changent quotidiennement. On parle encore aujourd'hui soit de passeport vaccinal, soit alors juste montrer un test PCR. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune harmonisation. Et là-dessus, on a une vraie responsabilité, c'est d'apporter cette information qui change quotidiennement. Donc, on construit des outils. On a tous travaillé justement pour apporter le plus d'informations possible à tous nos clients. Et ça, c'est une vraie responsabilité des agences de voyage, qui est pas seulement de booker des réservations, mais aussi d'apporter de plus en plus d'informations. Donc, on se prépare aussi comme ça. On se prépare aussi pour réfléchir
mais ça, on va en parler, j'imagine, encore un tout petit peu après, à de nouveaux produits, hein, à un nouveau modèle aussi, hein, parce que ça, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Mais je dirais que essentiellement, c'est ça. C'est être prêt pour le rebond, parce que le rebond, il va arriver. Le retour des voyages va se faire. On estime d'ailleurs, on attend une fois qu'on aura atteint un taux vaccinal important, enfin suffisamment pour rassurer les voyageurs qu'il y aura une bonne reprise des voyages, avec un petit tassement peut-être par la suite, et un retour très, très, très progressif à la normale d'ici quelques années. Merci, merci Yorick. Alors, le futur, comment vous envisagez l'environnement futur de la gestion du programme voyage? Qu'est-ce qu'il va y avoir de fondamentalement différent? C'est peut-être là-dessus qu'il faut se focaliser et comment est-ce qu'on peut préparer ces mutations. Philippe, est-ce que tu veux commencer? Oui, moi je pense qu'il y a le programme voyage en lui, il va évoluer bien entendu, hein, donc ça c'est une première chose. Il y aura de plus en plus de digitalisation. Nous, par exemple, il y a certains voyages qu'on fera plus ou qu'on fera différemment. On a déjà introduit de nouvelles règles dans les politiques, par exemple, entre autres, des séjours plus longs, mais en faire moins régulièrement, des choses comme ça. Donc ça, ce sont des actions qu'on a déjà prises. Et la digitalisation, on en parle, on en a parlé beaucoup, on l'a fait de manière contrainte maintenant. Il y a une partie qui va rester, c'est sûr. Est-ce qu'on a besoin d'aller 4 fois par mois au même endroit pour voir les mêmes personnes? Mais on peut remplacer certains voyages là-dedans. Et une attention quand même importante aussi, en termes de best practice, est-ce qu'on doit chaque fois traverser le monde, ou bien on peut avoir un relais sur place, un collègue directement sur une autre région qui nous représente, des éléments comme ça, ou qu'on a appris à faire beaucoup plus que ce qu'on faisait par le passé. Donc je pense que ça va avoir un impact direct. Et alors bien entendu, on parlait de la vaccination, mais c'est le côté sûreté sanitaire qui doit être pris en considération encore plus qu'avant par rapport à tout ça. Très bien. Jonathan, comment est-ce que vous réfléchissez à ces thèmes? J'imagine qu'il y a des groupes de travail pluridisciplinaires, et quel est le thème des discussions? Alors oui, donc il y a bien évidemment, alors ça arrive en fait, cette crise chez nous, Orange arrive en plein au moment où on a lancé aussi un nouveau plan stratégique qui bien évidemment vise un certain nombre d'objectifs, la réduction des coûts, mais pas que. Il y a toute une partie prédominante maintenant qui concerne la RSE ce virage de l'entreprise qui était déjà assez marqué, mais arrive au même moment de cette crise. Donc je dirais, pour accompagner ce plan et rebondir sur cette crise, Orange, bien évidemment, travaille sur des modifications de sa politique. Et ça fait écho avec ce que disait Philippe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne retrouvera pas les volumes de 2019. L'entreprise a quand même, en tout cas nous, Télécom, on a réussi à fonctionner pendant 11 mois avec quasiment tout le monde en télétravail. C'est une masse qui est assez importante chez Orange, le travel and living. Donc, on se dit facilement, si on veut contribuer à l'atteinte des résultats purement financiers de réduction de coûts, il faut revoir notre manière de se déplacer. Encore une fois, voilà, est-ce qu'on se déplace chaque semaine pour voir les mêmes collègues? Est-ce que le digital ne permet pas maintenant d'atteindre les mêmes objectifs? On ne parle pas non plus de remplacer le tout digital, hein, mais de revoir les fréquences, de revoir la manière qui permettrait d'une part de contribuer aux objectifs RSE, hein, moins se déplacer, c'est un impact très certain sur l'empreinte carbone de l'entreprise, et puis d'un point de vue coût. Donc ça, c'est comment on voit les choses. Donc maintenant, on est encore un peu dans cette crise, on n'est pas tout à fait sorti, donc on n'a pas encore, nous, à notre niveau, reçu
des directives très marquées de par le comité de direction, le comité exécutif sur ces questions-là. Maintenant, on l'anticipe. J'en parlais tout à l'heure sur la modification aussi de négocier nos prix. Et ça fait résonance à mes propos de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que les volumes ne seront plus là, donc on va plus forcément négocier sur nos volumes, mais peut-être de manière différente. Et ça, j'en avais parlé un mot tout à l'heure. On va également, donc sur la partie RSE, des choses qui sont, on va dire, qui sont du bon sens, mais peut-être moins prendre l'avion là où le train est disponible, avec des fréquences bien évidemment réduites. Donc ça, c'est toutes les choses sur lesquelles on va travailler. Puis il y a un aspect également qui a été exacerbé par cette crise, c'est tout l'aspect sanitaire, sécurité de nos voyageurs en déplacement. Et ça, pour Orange, et Stéphane Richard l'avait rappelé, notre PDG, il ne sera intransigeant avec la sécurité des people Orange. Et Yorick également abordé la question avec tous ces nouveaux labels. Comment on adresse tous ces nouveaux labels dans nos outils. Est-ce qu'Orange prend position vers un partenaire plutôt privilégié pour la partie hôtel, avec des programmes identifiés, on prendrait All Safe pour accord, mais chaque chaîne a fait ses programmes. Et est-ce qu'on va s'appuyer maintenant plus sur un partenaire avec lequel on aura labellisé ou vérifié ces labellisations, ce qui nous conforte et ce qui amène la sécurité de nos voyageurs pendant qu'ils se déplacent. Donc ça, c'est un sujet qui aujourd'hui est en cours d'instruction. On a un RFP en cours, voilà. Donc ça va être aussi très très regardé, tout cet aspect sécurité de nos voyageurs. Et quand je parle de sécurité, c'est d'un point de vue sanitaire et où est-ce qu'on envoie nos salariés. Est-ce que c'est clean? Est-ce que c'est safe? Voilà, ça c'est la deuxième partie de l'iceberg entre guillemets que Orange, sur lequel Orange travaille. Très bien, merci beaucoup, c'est très intéressant. Claude, comment ça se passe chez Technip Energies? Alors, je dirais que une fois passé ce coup de massue, il faut reprendre ses esprits parce que, comme je le disais tout à l'heure, on est sur une activité qui est essentiellement internationale, qui continue. Il n'y a pratiquement pas de retard qui est pris sur les différents projets, parce qu'il y a des enjeux économiques aussi derrière. Et puis, comme on ne travaille pas que pour un pays ou que pour une zone, que pour une région, il faut pouvoir accompagner nos clients qui sont à l'autre bout du monde. Je fais partie de ceux qui pensent qu'en observant ce qui s'est passé dans les dernières crises, alors qui certes n'étaient pas aussi globales, aussi importantes, aussi durables que celles qu'on est en train de vivre, pas de la même nature non plus, mais si on regarde ce qui s'est passé après le 11 septembre, après les crises économiques, après les différentes problématiques, on s'aperçoit que le monde économique en particulier oublie très très vite. Et les leçons que l'on tire de tout ça, ce sont des leçons de très court terme. Alors, soit c'est des leçons type financières et on fait des coupes sombres, etc. et on oublie là aussi très vite, soit on ne tient pas forcément compte de l'expérience. Donc, je suis assez pessimiste sur la façon dont on va intégrer les résultats ou les conséquences de tout ça. Je pense qu'il y aura effectivement des traces, il y aura aussi une reprise qui sera beaucoup plus longue. Maintenant, il y a quand même un élément qui, pour moi, va être très important dans notre domaine et peut-être plus du côté du travel, j'allais dire plus du côté du travel manager, c'est-à-dire plus du côté opérationnel que du côté négociation-achat, mais l'un n'est pas sans impact sur l'autre, c'est le facteur humain. Alors, il va y avoir évidemment un certain nombre de règles, un certain nombre d'approches sur le RSE, sur l'environnement, sur tout le développement durable de manière générale. Je fais partie de ceux qui ne sont absolument pas convaincus que les voyageurs d'affaires vont prendre les trains de nuit, par exemple. Si vous regardez de manière un peu objective la carte des trains de nuit projetée pour la France, je doute que ça réponde à beaucoup des besoins des voyageurs d'affaires. Donc voilà, ce genre de grands messages, de grandes théories, c'est peut-être mon côté un peu terrien qui fait que je reste assez pragmatique sur cette approche. En revanche, et ça je trouve ça très positif, et je le disais tout à l'heure dans ce que je vis actuellement dans cette phase de mise en place d'un réseau de travel managers, d'une organisation nouvelle, etc. Je pense que la prise en compte dans le bon sens de l'humain, elle va être évidente. Parce que ce choc que vont avoir vécu les gens, aussi bien sur le plan personnel que sur l'expérience professionnelle, ne va pas pouvoir les laisser complètement
je dirais, inertes par rapport à la façon dont ils vont gérer leur voyage. Et je crois que ça va dépasser complètement le phénomène générationnel, parce qu'on parlait beaucoup des générations digitales, des générations Z, etc. Là, je pense que ça va être un peu transgénérationnel, avec des façons d'appréhender la problématique, de supporter psychologiquement, notamment la problématique aujourd'hui de ce confinement, de cette privation de voyage, de cette privation de relations humaines. Ça va avoir un impact sur les voyages, avec certainement une prise en compte plus importante des notions de fatigue, d'efficacité, ça va permettre aux gens peut-être de relativiser, je pense à tous ceux qui ont eu des drames dans leur entourage, de relativiser l'importance de ce voyage par rapport à leur mission, par rapport à leur vie quotidienne. Et on va peut-être enfin pouvoir construire des politiques voyage qui seront basées sur autre chose qu'une grille de tarifs, classe affaires, classe éco. Alors, je suis peut-être un peu optimiste en le disant comme ça, mais j'ai le sentiment que si on y arrive, et si c'est pris par le bon bout, on va peut-être avoir des politiques voyage, j'entendais ce matin, de moins de 8 pages et qui prendront en compte réellement ce que c'est qu'un voyage dans la vie d'un voyageur d'affaires. Merci beaucoup. Alors, Yorick, on va terminer avec toi. Pardon, je vais couper, je coupe Pascal, j'ai oublié une chose importante. Ça va pas se faire tout seul. Ça veut dire que dans la façon dont on va travailler avec nos différents fournisseurs, et ça fera la liaison avec Yorick, ça va changer les choses. Parce que ça veut dire que le service va remonter en surface, et c'est vraiment ce que les gens vont attendre, c'est-à-dire qu'on va remonter sur du service, sur de l'humain, et aussi bien dans cet aspect-là. Et on ne va pas être uniquement sur des outils en ligne complètement digitaux, complètement impersonnalisés. Au contraire, je crois. Au contraire. Un peu contradictoire, parce qu'on a beaucoup insisté sur la digitalisation, donc je ne sais pas comment on va concilier ça. Justement, excellente transition. Il y a le chat et le chatbot. Le chat, il y a de l'humain, le chatbot, c'est un robot. Je crois que j'ai résumé. Et alors justement, comment est-ce que, toi, en tant que TNC, Yorick, comment concilier ce désir de service, en fait, d'accompagnement et la digitalisation dont on parle? Tout d'abord, je pense qu'on partage tous une énorme responsabilité. C'est qu'il y ait quelque chose qui sorte de cette crise. Claude le disait. Moi, je suis persuadé que si on ne fait rien, le mur, il va revenir dans un an. Donc, c'est maintenant ou jamais pour véritablement changer notre façon de faire, notre façon de réfléchir. Et je suis heureux de l'entendre aujourd'hui. Après, il faut rester assez humble. Le changement, il ne va pas se faire en un claquement de doigts. On a quand même des habitudes qui sont ancrées depuis un certain nombre d'années. Mais par contre, il faut être assez patient et assez agile pour accompagner ce changement client par client. Je veux dire, tout le monde est différent. Personne n'a les mêmes besoins ni les mêmes attentes. Il y a des opportunités, Jonathan en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup d'opportunités pour tout le monde, et je pense que c'est pour ça que je disais qu'on a une vraie responsabilité. Il faut que quelque chose sorte de cette crise, sinon ça n'aura servi à rien. Maintenant, comment conjuguer le service humain et le digital? On est éminemment dans un service humain. Et je veux dire, quand on fait des trajets archi complexes, on a besoin d'expertise. Non seulement on a besoin d'avoir un contact humain, non seulement justement pour l'expertise, mais aussi pour être rassuré, que ce voyage complexe, il est entre de bonnes mains et il ne se passera rien lors du voyage. Maintenant, je trouve que la techno a un rôle à jouer en termes de service aussi. Claude le disait, les différences entre le chat et le chatbot, pour moi, c'est la techno, ce n'est pas uniquement les outils online, c'est aussi tout ce qu'on va pouvoir apporter comme support aux voyageurs. Alors déjà, en amont du voyage, pour justement permettre aux voyageurs de faire des choix qui sont en conscience, qui sont en adéquation avec sa nouvelle envie de voyager. Sur l'outil Néo, maintenant vous pouvez filtrer par CO2, il y a les pastilles Covid et ainsi de suite. Donc voilà, il y a un vrai investissement à faire. Après, il y a aussi sur l'accompagnement pendant le voyage. On a parlé du chat, mais il y a aussi tout un ensemble de messages qu'on peut envoyer, que le voyageur peut utiliser ou ne pas utiliser, notamment à l'aide de son smartphone, pour lui faciliter la vie.
Et ça c'est réellement important, avec toujours la possibilité d'avoir un être humain, heureusement, au bout du fil, 24 heures sur 24, et ça, je pense que c'est primordial. On est dans un environnement assez incertain, il y a une vraie inquiétude. Si on a envie que le voyage reprenne, il faut aussi lever les peurs. Et une façon de lever les peurs, c'est d'échanger entre nous. Donc ça, je pense que c'est important. Après, il y a Jonathan en a beaucoup parlé de green, de RSE, de politique voyage. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus. Alors, je vais te donner, Pascal, mon retour. On en parle beaucoup. Je ne vois pas grand-chose encore pour l'instant. Mais bon, après, c'est assez cohérent avec ce que je disais, c'est que tout ne va pas se faire en un claquement de doigts. Et je pense que le rôle des TMC là-dedans, c'est juste d'accompagner, encore une fois, de façon très humble, client par client, parce que tout le monde n'a pas, encore une fois, les mêmes contraintes, ni les mêmes besoins, pour, j'espère, arriver à une modification de notre fonctionnement. Une chose toute bête à faire, écoutons les futurs voyageurs. Et les futurs voyageurs, ils ne voyagent pas encore, enfin, du moins pas à titre professionnel, c'est des étudiants. Et on va le faire d'ailleurs, profite le 24 mars prochain pour le VP, mettre en place un panel d'étudiants qui vont poser des questions à l'industrie. Et ça, je pense qu'il faut les écouter parce que c'est eux qui seront nos voyageurs de demain. Merci beaucoup. Alors, j'ai deux petites questions. Vous avez tous parlé du green et des objectifs au niveau groupe auxquels il convient que la fonction travel contribue. Aujourd'hui, quels sont les outils que vous avez à disposition pour piloter ça? Est-ce que vous pensez que vous avez assez d'outils et est-ce que vous pensez dans quelle direction pensez-vous que ça va évoluer? Alors allez-y, Yorick. Je pense qu'on a des outils, il y a des nouveaux outils qui vont arriver, des outils qui vont peut-être être un peu, tournés vers la data. Je pense que la data va être importante, on n'utilise peut-être sans doute pas assez. Mais si les outils n'existent pas, il va falloir les créer. Donc, oui, je pense que là-dessus, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais la data va beaucoup nous aider. Ouais, je peux vous partager quelques réflexions. J'ai été contacté, et nous avons été contactés au niveau de la FTM par un certain nombre de collègues, de confrères, qui s'interrogeaient sur notamment la partie calcul CO2. Bon, c'est peut-être aussi dans l'air du temps parce qu'il y a un certain nombre de déclarations obligatoires qui sont arrivées maintenant, mais de manière plus générale, et si on fait abstraction de ça, il y a un peu deux écoles. Il y a les entreprises qui ont voulu créer leur propre référentiel. Et ça, je crois qu'honnêtement, c'est complètement illusoire parce que si aujourd'hui il existe plusieurs méthodes de mesure, 2 ou 3 principales en Europe pour la mesure des dégagements de CO2, je ne pense pas que ce soit le rôle de chaque entreprise de faire elle-même son modèle de calcul. Bon, déjà, je crois que, comme le dit Yorick, il y a des outils qui vont arriver, il y a des outils qui sont déjà là. Donc, il faut s'appuyer sur des référentiels qui existent. Et je dirais que dans la mesure où ce sont des référentiels qui ne sont pas propriétaires, qui sont plus gouvernementaux ou liés à des ONG, des choses comme ça, des structures internationales, on aura un référentiel qui sera beaucoup moins discuté. Ensuite, il faut voir comment on va l'exploiter. Et là, ce que je sens poindre, et c'est plutôt positif, c'est qu'on revient à une réflexion de all-in-one ou de bout en bout. On sait par exemple qu'un avion, si vous prenez un vol avec escale, ce qui consomme le plus, c'est l'atterrissage et le décollage. Enfin, ce qui consomme le plus et qui dégage le plus de CO2 par effet de conséquence. Donc, se pose la question de l'alternative entre les vols directs et les vols, qui sont plus courts en général, et les vols avec escale. Oui, mais si on regarde la politique voyage par le petit bout de la lorgnette des coûts, enfin, le gros bout de la lorgnette, on est complètement à l'opposé.
Si on considère la notion de bien-être, de fatigue, de risques psychosociaux, là aussi, on est à l'opposé. Plus on a de rupture de charge dans un voyage, plus a priori c'est fatigant parce qu'on passe beaucoup plus de temps, on a plus de temps perdu, etc., etc. Et dans les échanges que j'ai eus récemment avec mes collègues et d'un peu tous les horizons, on se pose la question de comment pouvoir mesurer de manière objective et de manière pragmatique l'ensemble des composantes d'un voyage pour pouvoir en faire un tout. Et que ce tout, ce ne soit pas uniquement un nombre d'heures de vol, un nombre de miles, un taux de CO2, etc. On ne va pas aller, comme je le disais en plaisantant, jusqu'à mettre des plantes vertes dans les allées des avions, mais voilà, comment arriver à trouver un terrain d'entente entre le voyageur et ceux qui sont là pour contrôler la politique de l'entreprise, et ce terrain d'entente qui soit admis de tous. C'est faire appel au bon sens, c'est faire appel à du pragmatisme. Est-ce qu'on aura le temps? Je dirais que oui, dans la mesure où la crise, elle allège énormément le volume d'activité sur certains secteurs, donc le travel management.